Il y a un regard qui pèse plus lourd que tous les autres. Ce n'est pas forcément un regard de colère ou de mépris. Parfois, c'est juste un regard. Un regard neutre, un regard pensif, un regard qu'il a posé sur toi une fraction de seconde, il y a des jours ou des semaines. Et pourtant, ce regard ne t'a jamais quitté. Il ne vit plus dans ses yeux à lui, il a déménagé. Il s'est installé à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une simple pensée, ni un souvenir que tu peux chasser. C'est une présence. Une sorte de caméra de surveillance intérieure qui a pris son visage. Tu te lèves le matin, et ce regard est là. Tu choisis tes vêtements, et il est là, dans le miroir, superposé à ton propre reflet, évaluant silencieusement ta tenue. Est-ce trop simple? Est-ce que j'en fais trop? Tu prépares un café, et une voix intérieure, qui a étrangement son intonation, commente la façon dont tu bouges, dont tu existes. Cette douleur, cette pression constante, est plus profonde que la simple logique. Tes amis, si tu essayais de leur expliquer, te diraient de l'oublier, qu'ils ne méritent pas tant d'attention, que tu suranalyses. Ta propre raison te souffle la même chose. Logiquement, un homme qui est distant, silencieux, ou qui n'est même plus dans ta vie, ne devrait pas avoir un tel pouvoir. Logiquement, son opinion ne devrait pas dicter ton état intérieur. Mais ce qui se passe en toi n'a rien à voir avec la logique. C'est un processus psychique profond, ancien et incroyablement puissant. C'est la transformation d'un homme extérieur en un juge intérieur. Dans la psychologie des profondeurs, on donne un nom à cette instance masculine intérieure chez la femme, l'animus. Idéalement, c'est un pont vers le monde, une source de clarté, de courage, d'action. C'est une part de toi qui t'aide à structurer ta pensée, à poser tes limites, à réaliser tes projets. Mais lorsque cet animus est blessé, ou lorsqu'il n'a pas été intégré de façon saine, il peut devenir une force destructrice. Et l'une de ses manifestations les plus douloureuses, c'est quand il fusionne avec l'image d'un homme réel. Un homme qui, pour une raison ou une autre, a eu un impact immense sur toi. Son regard extérieur devient alors le plan de construction de ton tribunal intérieur. Chaque mot qu'il a dit, chaque silence qu'il a laissé, chaque approbation qu'il a donnée ou retenue devient une loi dans ton propre royaume psychique. Il n'a plus besoin d'être là pour te juger. Tu le fais pour lui, avec une efficacité redoutable. Tu es devenue à la fois la prisonnière, la gardienne et le juge, et tous portent son visage. C'est pour cela que ça fait si mal. Ce n'est pas lui qui te critique en permanence. C'est une partie de toi qui a emprunté sa voix pour le faire. La douleur est si aiguë parce que c'est une guerre civile. C'est ton propre système qui s'attaque à lui-même. Chaque fois que tu te sens jugé, ce n'est pas seulement son fantôme qui te blesse. C'est le sentiment d'être trahi par ton propre intérieur, qui devrait être ton refuge le plus sûr. Le processus est insidieux. Au début, tu penses simplement beaucoup à lui. Tu rejoues les conversations, tu cherches des indices. Puis, sans t'en rendre compte, tu commences à anticiper sa réaction. Avant même de prendre une décision, une petite ou une grande, tu te demandes « qu'est-ce qu'il en penserait ?» Tu publies une photo sur les réseaux sociaux, et la première personne dont tu imagines la réaction, c'est lui. Tu réussis quelque chose au travail, et une partie de toi ressent une pointe de déception parce qu'il ne le saura pas, parce que son approbation te manque. Lentement, ton centre de gravité s'est déplacé. Il n'est plus en toi. Il est dans l'idée que tu te fais de son regard. Tu ne vis plus pour toi, tu performes pour un public d'un seul spectateur. Un spectateur qui n'est même plus dans la salle. Et le corps, lui, ne ment pas. Il enregistre cette tension. Les épaules qui se contractent comme pour se protéger d'un coup qui ne vient jamais de l'extérieur. La mâchoire serrée la nuit. Une fatigue chronique qui ne vient pas d'un manque de sommeil, mais de l'effort incessant de te surveiller toi-même. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une possession psychique. L'animus, au lieu d'être ton allié, est devenu un colonisateur. Il a pris le contrôle de ton territoire intérieur et y a instauré une loi martiale. La loi, c'est son standard. La punition, c'est cette angoisse sourde, ce sentiment de n'être jamais assez bien, jamais assez juste, jamais assez. Et la question la plus importante n'est pas comment l'oublier.
La question est: comment reprendre possession de mon propre regard? Comment dissoudre cette fusion entre cet homme et mon juge intérieur? Car tant que ce tribunal siège en permanence, aucune nouvelle relation, aucun succès, aucune distraction ne pourra te libérer. La seule issue est de faire face à ce juge, non pas pour le combattre, mais pour lui retirer son pouvoir, pièce par pièce. Pour comprendre qu'il n'est pas lui. Il est une partie de toi qui a désespérément besoin d'être ramenée à la maison. Ce tribunal intérieur ne fonctionne pas comme un vrai tribunal. Il n'y a pas d'avocat pour la défense. Il n'y a que le procureur qui a sa voix et le juge qui a son visage. Et toi, tu es l'accusée permanente. Les chefs d'accusation changent, mais le verdict est toujours le même. Coupable. Coupable d'avoir trop parlé. Coupable de ne pas avoir assez parlé. Coupable d'avoir montré ta vulnérabilité. Coupable de ne pas avoir été assez forte. Coupable d'exister d'une manière qui, tu l'imagines, ne lui aurait pas plu. Chaque interaction sociale devient un procès en appel. Tu sors avec des amis, tu ris, tu parles, mais une partie de ton attention est ailleurs. Elle est en train d'enregistrer la scène pour la rejouer plus tard, devant le juge. Ai-je eu l'air intelligente? Cette blague n'était-elle pas stupide? Il aurait trouvé cette conversation futile. Tu vis une double vie. La vie que tu montres au monde et la vie secrète de ton procès intérieur, qui tourne 24 hours sur 24. Cette dynamique te vole ta spontanéité. La spontanéité demande de la sécurité. Elle demande de savoir que tu as le droit à l'erreur, le droit d'être imparfaite, le droit d'être simplement toi. Mais dans la salle d'audience de l'animus juge, il n'y a pas de droit à l'erreur. Chaque faux pas est ajouté à un dossier d'accusation qui semble infini. Alors, pour éviter le verdict de la culpabilité, tu cesses de prendre des risques. Tu cesses d'être spontané. Tu portes un masque de perfection, de contrôle, qui est épuisant et qui, paradoxalement, t'éloigne de plus en plus de la personne vivante et vibrante que tu es. Et c'est là que la douleur devient si spécifique, si difficile à nommer. C'est le deuil de ta propre vitalité. Tu sens que quelque chose en toi s'éteint, mais tu ne sais pas comment le rallumer, parce que le juge intérieur te dit que même cette flamme, même cette étincelle de vie, est une erreur. Il te dit que la sécurité est dans la discrétion, dans le silence, dans le fait de ne pas faire de vagues. Le plus grand mensonge de ce juge intérieur, c'est qu'il le fait pour te protéger. La voix dans ta tête te dit « Si tu suis mes règles, si tu te comportes parfaitement, alors tu ne seras plus jamais blessé. Tu ne seras plus jamais rejeté. » Et une partie de toi y croit, parce que la promesse est alléchante. Mais c'est une protection qui coûte la vie. C'est comme vivre dans un bunker stérile pour éviter les microbes. Oui, tu es protégé, mais tu ne vis plus. Tu es en mode survie. Et comment cette fusion s'est-elle produite? Pourquoi lui? Souvent, ce n'est pas un hasard. L'homme dont l'image est cooptée par l'animus possède des qualités, réelles ou projetées, que ta psyché cherche désespérément à intégrer. Peut-être qu'il représentait une forme de confiance en soi, de clarté, de pouvoir sur le monde que tu ne te sentais pas capable d'incarner toi-même. En le mettant sur un piédestal, tu espérais, inconsciemment, pouvoir accéder à ces qualités par procuration. Mais au lieu d'intégrer ces forces en toi, tu es devenu esclave de leur représentant extérieur. Il est devenu le gardien de ta propre valeur. Au lieu de développer ta propre autorité intérieure, tu lui as donné les clés. Et maintenant, même s'il est parti, il est parti avec les clés. Tu te retrouves devant la porte de ta propre maison, incapable d'entrer, parce que le seul qui peut t'ouvrir, c'est ce juge intérieur qui a son visage. Si tu reconnais cet endroit, ce tribunal silencieux où tu es jugé sans cesse, tu peux nommer pour toi ce que tu ressens. Pas besoin de l'écrire, juste de le voir. Est-ce de la pression, de l'épuisement, de la solitude? Nommer la sensation est le premier pas pour séparer le juge de toi. Le chemin pour démanteler ce tribunal ne passe pas par la haine de cet homme. Le haïr ne ferait que renforcer son importance, que donner plus de carburant au juge. Il ne passe pas non plus par la tentative de le recontacter,
pour obtenir enfin l'absolution, la réponse qui va tout clore. C'est un piège. Parce que le problème n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. La première étape, c'est l'observation. Devenir une observatrice curieuse de ce processus. Quand la voix du juge se manifeste, au lieu de la croire immédiatement, tu peux essayer de dire intérieurement « Ah tiens, le voilà, le juge est à nouveau en session ». Cette simple étape de recul crée un espace. 1 millimètre d'espace entre toi et la voix. Dans ce millimètre, la liberté peut commencer à germer. Tu n'es plus fusionné avec la critique. Tu l'observes. Tu remarques son ton, ses mots, les situations qui la déclenchent. Est-ce quand tu te sens vulnérable? Quand tu es fatigué? Quand tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau et d'audacieux? Reconnaître les schémas est essentiel. Le juge est un mécanisme, pas une vérité. Il est prévisible. Imagine une scène. Tu es chez toi, un soir de semaine. Tu as eu une longue journée. Tu te prépares à te détendre, peut-être à regarder un film, lire un livre, et l'idée te vient de commencer un nouveau projet, quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps. Apprendre une nouvelle langue, te mettre à la peinture, écrire. Au moment où l'enthousiasme monte, la voix du juge intervient, glaciale. Pourquoi faire? Tu n'iras jamais jusqu'au bout. Tu n'as pas le talent pour ça. Il trouverait ça ridicule. L'ancienne réaction serait de laisser tomber, de sentir l'énergie te quitter et de te replier sur le canapé avec un sentiment de défaite. La nouvelle approche, celle de l'observatrice, serait de remarquer la voix, de sentir la contraction dans ton corps qu'elle provoque, et de te poser une question radicale. Et si cette voix n'était pas la vérité? Tu n'as pas besoin de la combattre, tu peux simplement continuer. Tu peux ouvrir le livre, sortir les pinceaux, télécharger l'application. Tu le fais en sa présence. Tu laisses le juge marmonner ses critiques dans son coin, et tu agis quand même. C'est un acte de défiance silencieuse. Tu ne cherches pas à le faire taire. Tu lui montres, par tes actions, qu'il n'a plus le pouvoir de te paralyser. Chaque petite action entreprise malgré la critique est un clou de plus dans le cercueil de son autorité. C'est un entraînement, comme un muscle. Au début, c'est incroyablement difficile. La voix est forte, la peur est réelle. Mais plus tu pratiques cet art de l'action malgré tout, plus la voix du juge perd de son volume. Elle passe d'un cri assourdissant à un murmure, puis à un chuchotement à peine audible. Il est aussi crucial de comprendre que ce juge s'est construit sur une blessure plus ancienne. Son regard à lui n'a fait que s'emboîter parfaitement dans une serrure qui était déjà là. C'est souvent une blessure liée à la valeur de soi, à la nécessité d'obtenir l'approbation d'une figure d'autorité pour se sentir exister. Peut-être un père distant ou critique, un environnement scolaire où la performance était tout, une première relation où tu as appris que l'amour était conditionnel. Le travail consiste donc aussi à devenir ton propre bon parent intérieur. Quand le juge te critique, une autre partie de toi, une partie plus sage, plus douce, peut intervenir. Non pas pour dire « tu es parfaite », mais pour dire « tu as le droit d'essayer ». Tu as le droit d'être en apprentissage. Ta valeur ne dépend pas de la perfection de ton premier essai. C'est la voix de la compassion. C'est cette voix qui, petit à petit, va remplacer celle du juge. Tu commences à te donner la permission que tu attendais de lui. La permission d'être toi. La permission de faire des erreurs. La permission d'être en désordre, d'être en transition, d'être humaine. Et chaque fois que tu te donnes cette permission, tu reprends une des clés qu'il avait emportées. Tu réintègres une partie de ton propre royaume. Le processus est lent. Il n'y a pas d'interrupteur magique. Mais un jour, tu te surprendras à faire quelque chose, à dire quelque chose, à porter quelque chose sans même te poser la question de ce qu'il en penserait. Et dans ce moment de liberté pure, tu sauras que le tribunal est enfin en train de se dissoudre. Le corps est le champ de bataille et la clé de la libération. Tant que le juge intérieur règne, ton corps reste en état d'alerte. Il est un soldat sur le qui-vive, attendant la prochaine attaque. C'est une tension de fond, si constante que tu as peut-être oublié ce que c'est que de vivre sans elle.
C'est le poids sur la poitrine, la respiration courte, cette sensation que tes muscles sont des cordes de violon trop tendues. La libération ne peut pas être seulement intellectuelle. Tu ne peux pas simplement décider de ne plus te sentir jugé. Tu dois inviter ton corps à participer au processus de paix. Cela commence par des gestes minuscules. Remarquer ta propre respiration. En ce moment même, est-elle rapide et superficielle dans le haut de ta poitrine ? Peux-tu, juste pour un instant, la laisser descendre plus bas dans ton ventre ? Ce n'est pas un exercice de performance. C'est un message que tu envoies à ton système nerveux. En cet instant précis, tu es en sécurité. L'attaque n'est pas imminente. Quand tu te surprends à te tenir d'une certaine manière, à rentrer le ventre, à adopter une posture qui n'est pas naturelle, demande-toi, pour qui est-ce que je fais ça ? Si la réponse est pour le regard imaginaire du juge, vois si tu peux relâcher ne serait-ce que 10% de cette tension. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton ventre se détendre. C'est un acte politique. Tu déclares l'indépendance de ton propre corps. Il y aura une épreuve. Il y en a toujours une. C'est l'épreuve de la réalité qui vient tester la solidité de ton nouveau royaume intérieur. Tu peux passer des semaines, des mois à faire ce travail. Le juge s'est tu. Tu respires plus librement. Ton centre de gravité est revenu en toi. Tu commences à goûter à une paix que tu croyais perdue. Et c'est à ce moment-là que son prénom apparaît sur l'écran de ton téléphone. Un message court. Peut-être juste « Salut, comment ça va ?» Ou « Il a regardé ta dernière story ?» Ou une amie commune mentionne son nom au détour d'une conversation. Le test est là. Instantanément, le vieux système se réveille. C'est un réflexe, une mémoire musculaire de la psyché. Ton cœur s'accélère, une montée d'adrénaline. Et le juge, que tu croyais parti en exil, se précipite à la barre du tribunal, enfilant sa robe en toute hâte. La voix est de retour, plus forte que jamais. C'est le moment. C'est ta chance de prouver que tu as changé, que tu es devenue cette femme incroyable qu'il ne pouvait pas ne pas regretter. Ne te trompe pas. Choisis chaque mot avec soin. Ne réponds pas trop vite, ça fait désespérer. Ne réponds pas trop lentement, il va croire que tu t'en fiches. Trouve le ton parfait. Sois spirituelle. Sois détachée, mais chaleureuse. Sois... Le chaos est total. En l'espace de 30 secondes, tu as perdu tout le terrain que tu pensais avoir gagné. Tu es de retour dans la cellule de la prisonnière, attendant le verdict. La douleur de cette régression est presque pire que la douleur initiale, car maintenant, tu sais ce que c'est que d'être libre. Mais c'est ici que tout se joue. C'est ici que tu peux voir si le travail a porté ses fruits. L'ancienne toi aurait plongé tête la première dans ce chaos. Elle aurait passé des heures à analyser le message, à rédiger 20 brouillons de réponses, à les envoyer à ses amis pour validation. L'ancienne toi aurait fait de cette interaction le centre de son univers, la mesure de sa valeur. La nouvelle toi, même si elle est secouée, même si le vieux système hurle, possède quelque chose de nouveau, une conscience observatrice. Au lieu d'agir, tu respires. Tu poses le téléphone. Tu sens le tourbillon d'émotions en toi, l'espoir, la peur, l'excitation, l'angoisse. Tu ne les juges pas. Tu ne te dis pas « je ne devrais pas ressentir ça ». Tu les laisses être là, comme un orage qui passe. Tu reconnais « ah, voilà la vieille dynamique. Bonjour vieil ami, je te vois ». Tu te donnes du temps. 1 heure, une journée. Le temps nécessaire pour que la tempête émotionnelle se calme et que tu puisses entendre une autre voix, plus calme, plus profonde, la tienne. Et cette voix te pose une question différente. Pas « comment puis-je le faire m'aimer ?» mais « qu'est-ce qui est vrai pour moi maintenant ?» Pas « quelle est la meilleure stratégie ?» mais « quel est le geste le plus respectueux envers moi-même ?» La réponse peut prendre de multiples formes. Peut-être que la réponse la plus respectueuse est une réponse simple et polie, envoyée quand tu es calme, qui ne cherche ni à séduire, ni à punir. « Ça va bien, merci, j'espère que toi aussi. » Une réponse qui ferme la porte à la performance. Elle ne donne pas au juge de nouvelles matières à analyser. Peut-être que la réponse la plus respectueuse envers toi-même est de ne pas répondre du tout. Non pas comme un jeu de pouvoir, non pas pour le punir,
mais parce que tu reconnais que cet échange, en ce moment, met en péril ta paix intérieure si durement acquise. Et que ta paix est plus précieuse que la validation qu'il pourrait potentiellement t'offrir. Quelle que soit la décision, elle est prise depuis un lieu de souveraineté et non de réaction. C'est ça la victoire. La victoire n'est pas d'obtenir de lui la bonne réaction. La victoire, c'est d'avoir survécu à l'épreuve sans te perdre. C'est d'avoir vu le juge revenir en force et de lui avoir dit, calmement, « Merci, mais je n'ai plus besoin de tes services. Je suis la seule juge dans ce tribunal maintenant, et je choisis de m'acquitter. » Après cette épreuve, quelque chose change fondamentalement. Le juge n'est plus seulement en exil, il est déchu. Même s'il essaie de revenir, il n'a plus aucune crédibilité. Tu as vu le mécanisme à l'œuvre, tu as senti sa tentative de prise de pouvoir, et tu as choisi différemment. Tu as la preuve par l'expérience que tu peux survivre sans son approbation. La peur de sa désapprobation s'estompe, et avec elle, une grande partie de son pouvoir. Son regard n'est plus le soleil autour duquel ta planète orbite. Il redevient ce qu'il a toujours été, le regard d'un autre être humain, ni plus, ni moins. Il peut être bienveillant, critique ou indifférent, mais il ne définit plus qui tu es. La dernière étape de cette libération est de réclamer activement ton propre regard. C'est de commencer, consciemment, à te regarder toi-même avec bienveillance. C'est de devenir ta propre source d'approbation. Cela se passe dans les petits gestes du quotidien. C'est te regarder dans le miroir le matin et, au lieu de chercher les défauts que le juge aurait pointés, chercher quelque chose que tu aimes. La lueur dans tes yeux, la force dans tes épaules, la douceur de ta peau. C'est célébrer tes propres victoires, aussi petites soient-elles, sans attendre que quelqu'un d'autre les valide. Tu as terminé une tâche difficile au travail ? Prends un moment pour te dire « Bravo, c'était bien fait ». Tu as réussi à poser une limite avec quelqu'un ? Reconnais ton courage. Tu deviens ta propre supportrice. C'est aussi apprendre à te pardonner. Quand tu fais une erreur, quand tu n'es pas à la hauteur de tes propres attentes, la voix du juge va peut-être essayer de revenir pour te dire « Tu vois, je te l'avais bien dit, tu n'es pas assez bien ». C'est à ce moment que tu peux exercer ton nouveau pouvoir, celui de la grâce. Tu peux te dire « Oui, j'ai fait une erreur, et c'est normal, je suis en train d'apprendre. Cette erreur ne définit pas ma valeur. » En te pardonnant, tu démantèles le système judiciaire basé sur la honte et la punition, et tu le remplaces par un système basé sur l'apprentissage et la croissance. Finalement, tu réalises que le vide que tu essayais de combler avec son approbation n'était pas un vide. C'était un espace qui attendait d'être rempli par ton propre amour, ta propre reconnaissance. L'animus, libéré de l'emprise de son image, peut enfin commencer à jouer son vrai rôle. Il ne te juge plus, il te guide. Il ne te critique plus, il te donne la clarté pour agir dans le monde en accord avec qui tu es vraiment. La boucle est bouclée. Le regard qui t'emprisonnait est devenu la clé de ta libération. En comprenant pourquoi il avait tant de pouvoir, tu n'as pas seulement appris à te détacher de lui, tu as appris à te rencontrer toi-même, à un niveau de profondeur que tu n'aurais jamais atteint autrement. Le tribunal est fermé. Pas parce que tu l'as détruit dans un acte de violence, mais parce qu'il est devenu inutile. La seule opinion qui compte vraiment, la seule qui peut te donner la permission de vivre pleinement, c'est la tienne. Et pour la première fois, peut-être, tu commences à croire que c'est suffisant. Si ce chemin de retour à ton propre regard te parle, si tu sens que le moment est venu de fermer ce tribunal intérieur, tu peux laisser un mot. Un mot qui symbolise ce que tu choisis à la place du jugement. Ce n'est pas pour lui, ni pour personne d'autre, c'est un ancrage pour toi. Un mot comme souveraine, clarté, mon regard, ou simplement assez. Pour marquer ce moment où tu décides que le seul regard qui a le pouvoir de définir ta journée, c'est le tien.